Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Je retrouve Aimé Deveau. C'est un habitué. Salut Aimé de là où tu se trouves maintenant. Si c'est à Lomé ou à l'étranger, je te salue. Et à tous les habitués, Mamadou Camara, je vous salue. Aujourd'hui, je vais un peu parler de la journée du 8 mars et de la mort de Joël Aïga, un grand journaliste togolais, et de la vie chère qui continue un peu partout en Afrique de l'Ouest. Pour commencer, je vais commencer avec la journée du 8 mars qui avait commencé en tant que la journée de la femme et qui a été transformée après à la journée du droit de la femme. Et malgré la guerre en Ukraine qui chamboule le monde avec les sanctions internationales un peu partout, la journée internationale du droit de la femme a été célébrée. Et il paraît que les Russes
et les Chinois étaient des grands, des gens qui célébraient beaucoup la journée de la femme. On donnait des fleurs à madame, à la maison, au boulot. Mais avec cette crise, on ne pense pas que la femme russe ou la femme ukrainienne a eu des fleurs cette année pour la journée de la femme. Aux États-Unis, on ne fête plus le mois de mars en tant que journée de la femme, mais le mois de mars est célébré. Tout le mois de mars, c'est la journée où on célèbre les femmes qui ont de l'accomplissement, les femmes qui ont fait quelque chose de génial. Parce que rappelons que jusqu'à présent, il y a toujours les histoires de la première femme à faire ceci, la première femme à faire cela. Nous, les femmes, on vient de loin. On vient d'avoir la première femme vice-président aux États-Unis, qui est la première puissance au monde, et on espère bientôt avoir la première femme présidente dans ce pays, parce que Hillary Clinton l'a essayé, elle n'a pas eu, bizarrement, Hillary Clinton n'a pas eu les voix des femmes pour devenir présidente. C'est les femmes qui n'ont pas voté pour Hillary pour qu'elle devienne présidente. Donc c'est comme ça qu'elle a fini à ne pas devenir la première femme présidente de la première démocratie au monde. Et en France, c'est célébré. Mais vous savez, là où aussi on célèbre en fanfare la journée du droit de la femme, il paraît que c'est au Congo. Au Congo, les pagnes se donnent de la mère à la fille, à la grande-mère, à l'arrière-grand-mère. Tu rentres dans la maison, toutes les femmes mettent le bébé, elle est en pagne du 8 mars. Au Congo, c'est les longues marches pour les femmes pour habiller en pagne. C'est des défilés où la première dame même peut être invitée à venir donner un discours sur le droit de la femme. En Afrique, c'est l'un des pays où on célèbre avec, avec fanfare le droit de la femme. Et les continents où cette journée n'est pas trop célébrée, c'est toujours les continents un peu conservatifs, les continents où la religion est mise en avant, et on préfère que la femme suive les voies religieuses, et la religion a sa vision de la femme, que le monde que nous appelons aujourd'hui le monde moderne n'a pas la même vision. Donc c'est comme ça le 8 mars a été célébré. Mais comme je suis togolaise, chez moi au Togo, les femmes ont eu malgré la vie chère. Elles crient qu'il y a la vie chère au Togo. Les femmes togolaises crient qu'il y a la vie chère. Les femmes togolaises se disent qu'elles n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Mais quand même, on a trouvé le moyen d'avoir le pagne du 8 mars ou le t-shirt du 8 mars. Les gens marchaient, on a célébré comme on pouvait. Mais après cette célébration, je vais parler de mon pays, le Togo, parce que je connais mieux la situation de mon pays, le Togo. En Afrique de l'Ouest, après la célébration, on est allé dans les bars, on a bu, tout est revenu à la normale. Jusqu'à présent, rien n'a changé pour les femmes. Parce qu'au Togo, on a deux cas. On a le cas de Ornella Len qui a été tuée au Sylvanus Olympio. Et nous avons les femmes. Il paraît qu'au Togo, le Togo en Afrique est le pays où il y a le plus de femmes qui occupent des positions de pouvoir. Premier ministre femme, président de l'Assemblée nationale femme. Mais il y a des femmes togolaises qui meurent toujours à l'hôpital faute de moyens. Il y a des femmes togolaises qui sont battues au marché parce qu'elles ne peuvent pas payer un ticket de 500 francs. Il y a des femmes togolaises toujours qui souffrent pour des histoires ou pour des situations que l'État togolais peut vraiment venir en aide et améliorer la situation de la femme togolaise. On nous parle de alphabétisation, que la femme togolaise doit aller à l'école, la femme togolaise doit avoir des diplômes, la femme togolaise doit savoir lire et écrire et faire ceci et faire cela. Eh bien, la femme togolaise est arrivée à aller à l'école, la femme togolaise connaît le livre, elle connaît les histoires, elle est éduquée, c'est une femme battante. Mais aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est un État qui peut protéger cette femme battante-là. L'État qui protège cette femme battante-là, ce n'est pas l'État qui fait les lois. Parce qu'au Togo, on est vite à faire des lois, hein.
Oh, on a fait la loi pour que quand les femmes iront à l'hôpital, on s'occupe de ces femmes et que ces femmes ne perdent rien. Oh, on a créé une loi là à l'Assemblée nationale pour protéger la femme, pour que ceci, cela n'arrive pas. Mais les lois ne sont pas appliquées sur le terrain. Vous allez à l'hôpital Sylvanus Olympia aujourd'hui, vous pensez que la césarienne est vraiment gratuite? Vous allez à l'hôpital Sylvanus Olympia aujourd'hui en tant que femme et vous n'avez pas le moyen de payer le bon. Est-ce que on sera capable de vous soigner? Donc, c'est les multiples questions qu'on se pose. Au Togo aussi, on a cette facilité à dire que quand une femme ne peut pas aller à l'école, qu'elle aille en formation. Et comme le débouché couture, la couture et la coiffure est tellement, comment dire, il y a plus de débouchés, c'est tellement bourré, il y a trop de femmes qui font la coiffure et la couture. On envoie les filles à faire des travaux comme la maçonnerie, l'électricité, sur le fait qu'il y a l'égalité des sexes, sur le fait que la femme peut faire exactement ce que l'homme peut faire aussi. Mais on a oublié que certaines de ces filles qui quittent l'école très jeunes, certaines de ces filles dont les parents n'ont pas les moyens de leur payer leurs études, ont quand même la capacité de continuer leurs études. Elles sont intelligentes. Pourquoi ne pas créer un fonds? Vous voyez, au lieu que chaque année, on est là à célébrer, on peut créer un fonds avec l'argent de cette célébration-là et aider ces jeunes filles qui sont très intelligentes et qui ne peuvent plus continuer les études, à payer pour l'université de Lomé, à payer pour les écoles de BTS. On peut créer des subventions, on peut créer même des bourses d'excellence pour aider ces enfants à continuer leurs études. Je ne parle pas d'aller payer les études de ces enfants une fois en passant. On sait que on sait que souvent le 8 mars, il y a des associations de femmes qui vont dans les écoles pour payer pour une fois les études d'une fille en disant elle est la plus intelligente de la classe, elle est celle-ci de la classe, et puis il y a toujours une association qui vient en passant donner un cadeau et ou payer la scolarité de cette année et l'association disparaît. Il n'y a pas un suivi. On ne veut plus de ça. On aurait quand même préféré qu'il y a des vrais fonds, les fonds de suivi pour accompagner ces enfants jusqu'à ce qu'elles arrivent à devenir une femme dans la société togolaise. Il y a tellement à faire, mais je n'irai pas dans ce cas parce que aujourd'hui, je vais quand même débattre sur le thème de la journée du 8 mars qui parle de l'égalité. Et avant, j'ai travaillé chez une femme blanche. Elle est vieille, elle avait comme 90 ans. Et elle a eu une nouvelle. Et la nouvelle disait que elle a vu son arrière-grande-fille. On lui dit que sa grande-fille travaille, mais on dit que la grande-fille, sa grande-fille travaille, elle vient d'accoucher, elle va retourner au travail. Et elle demandait, mais si elle retourne au travail, qui va voir l'enfant, qui va faire le suivi de l'enfant? Et on lui dit, oh, que le mari va rester à la maison et la fille va aller travailler. Et quand le papa lui disait ça, le père avait 60 ans, le père avait 70 ans et la grand-mère avait 60 ans. Et on lui racontait cette histoire à la grand-mère. On disait à l'arrière-grand-mère. On lui dit, ah, ta petite fille va retourner au travail dans 2 semaines et le mari va rester à la maison. Elle n'a rien dit. Elle a écouté l'histoire et elle est partie. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Quand son fils est parti, elle m'a appelé puis elle me dit vraiment qu'elle est dépassée par cette situation. Qu'elles se sont battues pour avoir l'égalité. Vous voyez, elle me dit, on s'est battu pour avoir l'égalité des chances. On s'est battu pour avoir l'égalité pour vous. On s'est battu pour qu'on puisse dire Madame la ministre. On s'est battu pour qu'on puisse dire Madame la docteur. On s'est battu pour que vous puissiez avoir les permis, conduire les voitures que vous voulez. On s'est battu pour qu'on puisse voir les femmes en médecine, les femmes en ingénieurs. On puisse vous donner les mêmes salaires que les hommes. Et vous finissez comme ça. Qu'elle a dit ça, j'étais choquée. Elle dit, finir comment, madame? Qu'est-ce que tu racontes? Finir comment? Elle me dit,
J'espère que tu ne fais pas la même chose. Je dis, mais qu'est-ce que tu racontes? Elle dit, je viens d'apprendre que ma grande fille, celle que j'ai envoyée dans les meilleures écoles, elle est médecin. Aujourd'hui, elle met son mari à la maison, elle va travailler. Et je lui dis, c'est l'égalité. Elle peut faire ça, elle est médecin. La vieille crie. Elle dit non, on ne s'est pas battu pour que vous commenciez par travailler et à mettre vos maris à la maison pour nourrir vos maris. On ne s'est pas battu pour ça. On dit égalité, mais ça ne veut pas dire que la femme doit aller travailler et nourrir son mari. Quand elle dit ça, j'ai dit, oh, si son salaire est mieux, si c'est elle qui a le meilleur boulot, si c'est elle qui a le plus gros salaire, c'est normal qu'elle va travailler, laisser le monsieur à la maison. Elle dit, mais qu'est-ce que vous comprenez de l'égalité? Tu penses que c'est pour ça qu'on s'est mis dans la rue à New York là-bas pour vous? Mais qu'est-ce que vous comprenez de l'égalité aussi, vous les enfants là? Un homme doit travailler, prendre soin de sa famille, c'est son travail. Maintenant, si l'homme ne travaille pas, l'homme reste à la maison. Donc, elle va revenir du boulot et puis l'homme prépare, cause pour elle, fait le massage, elle me raconte plein de trucs. Je ne veux pas tout dire ici. Et je dis, je pense que ça marche ainsi. Et puis, je réponds, je dis, ah, je pense que ça marche ainsi. Si c'est elle qui travaille le monsieur à la maison, quand elle rentre, le monsieur cuisine. La dame, elle était choquée. Elle m'a dit, quand nous avons demandé l'égalité, ce n'était pas que vous finissez par mettre les hommes à la maison et que vous commencez par travailler, par nourrir les hommes. Dieu a créé la femme et l'homme pour qu'il y ait une forme de complémentarité. Mais ce n'est pas ce qu'on veut de vous. Et ça m'a beaucoup fait réfléchir jusqu'à un moment. D'où va l'égalité entre hommes et femmes? C'est à quel moment on franchit la ligne rouge de l'égalité entre hommes et femmes? C'est au moment où tu mets l'homme à la maison, tu commences par travailler et prends soin de ton mari. C'est au moment où maintenant la chose c'est les femmes qui demandent les hommes au mariage. C'est quand c'est 50% dans le foyer, la femme fait 50%, l'homme fait 50%. C'est ça l'égalité, ou c'est ça vraiment ce que le droit de la femme veut dire en ce moment? Parce qu'il y a tellement ce qu'on appelle la ligne rouge dans cette situation. Quand vous parlez du droit de la femme, il y a tellement de lignes rouges que même les femmes les plus acharnées, même les femmes les plus combattantes, les femmes qui défendent le droit de la femme n'arrivent pas à franchir. Tout dernièrement, il y a une grande dame aux États-Unis qui a fait une crise. Elle a pris des médicaments, elle voulait se suicider. C'est une femme millionnaire, c'est une femme connue, c'est une grande défendante. Mais elle n'a pas toujours défendu le droit de la femme comme nous le connaissons aujourd'hui. Et quand on lui a posé la question de savoir pourquoi elle a failli se suicider, elle dit, quand elle a voulu divorcer avec son mari, comme c'est elle qui a plus d'argent, la justice demande à ce qu'elle paie son mari chaque mois et qu'elle ne peut pas supporter. Un homme fort, un homme capable de travailler pour se nourrir, elle va le payer maintenant. Et on lui dit, mais l'égalité que nous voulons, l'égalité veut que si c'est l'homme qui était riche, si c'est l'homme qui était milliardaire, quand ils vont divorcer, il sera obligé de la payer chaque mois, cet homme sera obligé de payer pour l'aider à vivre. Donc maintenant, comme c'est le contraire, c'est elle qui est la plus riche, comme c'est l'égalité, elle est obligée de payer son mari chaque mois. Et en plus de ça, comme ils ont des enfants en bas âge, elle va aussi payer ce que nous appellent ici child support. Elle doit payer de l'argent au mari pour les enfants parce que ils ont la garde. Il a la garde, elle a la garde. La garde, c'est 50%, 50%. Les enfants restent un certain temps chez elle et les enfants restent un certain temps chez le monsieur. Donc, elle doit payer un peu d'argent au monsieur pour que les jours les enfants seront là-bas, le monsieur puisse entretenir les enfants. Elle a fait appel, ça n'a pas marché.
Elle a essayé de se suicider, ça n'a pas marché non plus. Elle a fini par se dire qu'elle ne veut plus travailler parce qu'elle ne veut pas payer son mari. Et aujourd'hui, elle a arrêté toutes ces activités qui la rapportent de l'argent parce qu'elle se dit elle ne va jamais payer son mari pour s'occuper de ses propres enfants. Elle ne va jamais payer son mari pour qu'il ne puisse pas travailler et rester à la maison. Donc la question c'est, où s'arrête l'égalité des chances? Qu'est-ce que nous les femmes aujourd'hui, on peut supporter? On est prêt à supporter. Parce que ce n'est pour une raison, Dieu a créé l'homme et la femme. Et quand Dieu a créé l'homme, il a donné des trucs. Quand tu vois la personne, tu sais que c'est l'homme. Que ce soit l'homme noir, l'homme indien, l'homme chinois, l'homme blanc. Quand tu vois un homme, tu sais que c'est un homme. Quand tu vois une femme, tu sais que c'est une femme. Dieu a donné des attributs. Quand tu vois, tu sais que ça, c'est une femme. Alors, cette histoire de égalité, comment peut être égal? D'abord, la nature ne nous a pas doté des trucs égaux. Quand l'homme grandit, il devient physiquement, beaucoup d'hommes se développent physiquement, ils commencent par pousser des muscles. Quand j'étais en classe de primaire, il y a un jeune garçon, j'aimais m'amuser avec lui. Je sais, il va voir ce live, il va rigoler. J'aimais taper sur lui. J'étais plus grande de taille que lui, j'étais plus forte que lui. Et puis, on arrive au collège, le gars a fait ce que vous appelez la puberté. Il a commencé par grandir, par avoir des muscles, la voix a changé. Un jour, je lui fais quelque chose, j'essaie de le taper, je n'arrive pas à l'attraper. J'essaie de le taper, je n'arrive pas à attraper. Et mes professeurs qui sont habitués à me voir taper sur lui tout le temps disent, ah, aujourd'hui il est devenu un homme. Il est plus fort, il est plus costaud que toi. Donc c'est ça, l'homme à un certain âge commence par développer ses attributs qui sont des attributs d'homme. Au même moment, il y a des femmes qui commencent par développer autre chose aussi, qui sont des attributs de la femme pendant la puberté. Il a commencé par avoir ces différences. Alors, si Dieu même, dans sa bonté, dans sa magnanimité, il a créé des différences. Et nous voulons l'égalité dans toutes les choses. Est-ce que nous sommes prêts à accepter aussi de payer certains prix pour pouvoir jouir de cette égalité? C'est la question que tout le monde se pose. Parce que cette histoire d'égalité a créé des problèmes dans la société moderne et bientôt ces problèmes vont apparaître dans la société africaine aussi. Jusqu'à où nous les femmes africaines nous sommes prêts à aller? Est-ce que nous sommes prêts à mettre nos maris à la maison, à travailler, à s'occuper d'eux, à payer le loyer et tout, et le monsieur il reste le matin, il se réveille, parce que ça se trouve dans les sociétés modernes. Ce n'est pas seulement ce côté aussi de la chose que nous puissions dire, quand on dit égalité, c'est arrivé à un niveau qu'il y a des travaux qui étaient destinés aux hommes, qui aujourd'hui on demande aux femmes de le faire. Et il y a des femmes qui physiquement peuvent le faire. Mais il y a des femmes, beaucoup de femmes physiquement ne peuvent plus faire ces boulots-là. Qu'on prend le métier de la construction des routes. Moi, en tout cas, tous les métiers de construction de routes que j'ai pu voir, toutes les sociétés qui construisent des routes que j'ai pu voir, c'est des hommes. C'est rare de voir des femmes en train de construire des routes. Mais aujourd'hui, quand on parle de l'égalité, si je vais, normalement, quand tu es une femme et tu approches ces sociétés de construction de routes ou construction d'immeubles, quand tu les approches, quand tu es une femme, ils te disent non, on va te mettre au bureau, on va te mettre pour pointer les gares, on va te mettre pour donner de l'eau aux gars ou pour faire le contrôle sur le chantier. Mais quand l'égalité des chances est venue, on a demandé aux femmes de soulever le béton. On a demandé aux femmes de couler le béton et certaines femmes disaient que non, que c'était, il y avait un mot pour ça, c'était des abus. Moi-même, une fois j'ai dit à mon directeur, c'était des abus, je ne peux pas soulever ce kilo. Il me dit, mais c'est l'égalité. Si le monsieur peut le soulever, toi, si tu es capable de le soulever parce que vous faites le même salaire. Et j'ai dit, mais je ne soulève pas. Je suis prêt à quitter le boulot si on me demande de soulever plus d'un certain kilo. Donc la question à se poser, c'est où va l'égalité des chances? C'est bien d'avoir les bons salaires.
Ça, nous ne devons pas appeler ça égalité des chances. Nous devons dire égalité des opportunités. Parce que le langage, même dans les pays développés, ont déjà changé. Aux États-Unis, on ne parle plus d'égalité des chances, on parle des égalités d'opportunités. Qu'on nous donne les mêmes opportunités qu'on donne aux hommes. Parce qu'on parle d'égalité entre hommes et femmes. Dans certains endroits, ça devient compliqué et je pense que ça commence même pas à ralentir le mouvement parce qu'il y a toujours des femmes qui n'arrivent pas à accepter certaines choses. Troisièmement, quand on parle d'égalité, il y a ce phénomène de fonder une famille. Et pour fonder une famille, deux femmes, normalement, ne sont pas censées fonder une famille. Il faut une femme et un homme. Et quand les enfants viennent, d'habitude, c'est la femme qui reste à la maison. Dans les foyers que nous appelons foyers normaux, c'est la femme qui reste à la maison parce que dans les pays développés, il y a difficulté à trouver une professionnelle pour s'occuper des enfants. Donc, la femme finit par rester à la maison pour s'occuper des enfants parce qu'on se dit que les femmes sont plus aptes à s'occuper des enfants que des hommes. Donc, quand on arrive à ce moment, êtes-nous prêts, nous les femmes, à se dire, je ne veux pas rester à la maison avec mes enfants, je veux que mon mari reste à la maison avec les enfants et que j'aille travailler pour nourrir la famille. Et quand la famille commence par grandir, 3, 4, 5 enfants, est-ce que nous sommes prêts à faire les travaux complémentaires pour pouvoir subvenir à tous les besoins de la famille? Est-ce que nous sommes prêts à supporter tout le stress qui vient avec? C'est vrai qu'il y a des femmes qui sont dotées, il y a des femmes qui sont fortes, il y a les femmes qui sont intelligentes, celles qui sont devant les mouvements, Me Too Movement, ces genres de mouvements. Mais nous oublions aussi qu'il y a une majorité des femmes qui ne peuvent pas donner autant que nous les hommes. Donc, est-ce que nous sommes capables de aller jusqu'à ce point où nous sommes prêts à faire des boulots compliqués, des boulots qui requièrent beaucoup d'énergie? Nous sommes prêts à se libérer complètement de regard des autres et à aller jusqu'à ce que payer pour nos mariages. Par exemple, Coco Emilia que nous connaissons tous a été accusée tout dernièrement d'avoir payé pour son mariage. Elle a été à la risée de tout le monde. Est-ce que nous sommes prêts à arriver à ce niveau où nous payons pour le mariage, nous payons pour la dot? Tonto Dike a été critiqué pour avoir payé sa propre dot jusqu'à présent. Cette histoire est là toujours, les gens sont en train de parler de ça. Jusqu'à où nous pouvons aller pour avoir l'égalité des chances? Parce que c'est pareil, c'est partout, ce n'est pas seulement la femme africaine. Dans les sociétés occidentalisées, c'est arrivé à un point qu'il y a la création des gens qu'on appelle le genre non binaire. Les gens qui ne se reconnaissent pas femmes, les gens qui ne se reconnaissent pas hommes. Parce que c'est compliqué. Cette histoire devient, à un moment c'est beau, mais à un moment c'est compliqué. Et vous pouvez jusqu'à présent, vous pouvez remarquer que dans les sociétés occidentalisées, même si on dit que les femmes occupent beaucoup de postes, on nomme. Et ces postes, c'est des postes de nomination. Vous voyez, on nomme des femmes à beaucoup de postes. Vous allez voir que les domaines où on n'est pas obligé de nommer les gens, les domaines où on nomme pas les gens, on ne voit pas beaucoup de femmes dans ces domaines-là. Quand vous prenez le domaine de la musique, de l'industrie de la musique, bizarrement, l'industrie de la musique est dominée par les hommes. Vous allez chez Sony, c'est les hommes. Vous allez chez Orta, c'est les hommes. Les meilleures chansons qui sortent chaque année, au moins 75% de ces meilleures chansons, c'est les hommes qui les ont interprétées. Et 90% de ces chansons sont écrites par des hommes. Vous prenez le domaine de la politique, qui est encore plus compliqué parce que dans le domaine de la politique, c'est les hommes qui dominent. On prend les chefs d'État du monde, presque 99% sont des hommes. Presque 99% des chefs d'État du monde entier sont des hommes. Pourquoi les femmes n'arrivent pas à aller vers ces métiers? Même dans les pays occidentalisés, Ségolène Royal a essayé d'être présidente en France, ça n'a pas marché. Ségolène était intelligente, très belle, très dynamique. Mais ça n'a pas marché. Hillary Clinton a décidé d'être présidente aux États-Unis. Ça n'a pas marché. Kamala Harris a été nominée, pas élue, nominée vice-présidente.
Quand vous prenez le domaine sportif, dominé aussi par des hommes. Le sport des femmes, je pense que à part le tennis et la natation, les trucs artistiques, quand on prend le sport, c'est dominé par les hommes. Les sports qui font le plus d'argent, quand nous prenons le football, le basketball, le rugby, c'est le football masculin, le football des hommes qui fait le plus d'argent, c'est le basket des hommes qui fait le plus d'argent. Si je demande aujourd'hui aux gens quelle est l'équipe féminine de basketball qu'ils aiment le plus, c'est l'équipe féminine homme. C'est l'équipe de basket des hommes que cette personne va nommer. Donc, dans le domaine sportif, c'est dominé par les hommes. Quand vous allez dans le domaine de l'entertainment, qu'on dit les films, c'est les hommes. Quand vous prenez les plus grands journalistes, c'est les hommes. Tous ces métiers que nous appelons les métiers de freelancing, les métiers où tu te portes volontaire, les métiers où tu es appelé, tu te bats pour arriver à la tête, c'est des métiers qui sont dominés par les hommes, même dans le monde occidental. Donc, jusqu'à où allons-nous aller avec cette histoire d'égalité des chances? Et jusqu'à présent, quand vous prenez le nombre de femmes, quand vous prenez les foyers, c'est souvent toujours les femmes qui restent à la maison pour s'occuper des enfants jusqu'à présent. Donc, où nous sommes-nous prêts à aller? J'ai écouté les beaux discours des gens, mais la réalité sur le terrain, elle est palpable. Pour être une femme et arriver à un niveau donné, et il faut plus, on ne dit pas à un homme de se sacrifier pour réussir, mais on dit à la femme pour arriver à ce niveau, il y a des sacrifices à faire. C'est ce qu'on dit. Alors, jusqu'à où allons-nous tenir ce langage? Quand j'étais au lycée, j'avais fait une dissertation historique. Et ma dissertation historique a été vraiment aimée par mon professeur d'histoire. Et mon professeur d'histoire m'appelle et puis il me dit, tu es une bonne élève, tu écris très bien. Mais si tu étais un homme, j'allais te former à l'écriture. Mais comme tu es une femme, de toute façon, si je te forme, un jour tu vas te marier, tu n'auras pas l'opportunité d'utiliser ce talent parce que en te formant, tu peux être journaliste, tu peux faire ces métiers de freelancing qu'on les appelle, mais souvent les femmes ne sont pas prêtes à faire le sacrifice pour arriver à ce niveau. Elles se lassent et elles abandonnent. Donc ils préfèrent comment dire, prendre un garçon sous son aile et former ce garçon à l'écriture. Cette histoire m'a beaucoup travaillé et j'en ai discuté avec une de mes amies qui, des années après, me disait que monsieur était quand même assez dur en disant que il y a que les métiers où il faut se battre pour arriver. Les métiers où on dit souvent, c'est les métiers où les choses ne sont pas données pour arriver. Ça prend du temps. Il faut se donner complètement que ces métiers ne sont pas accessibles aux femmes parce que elle-même, elle est arrivée à se faire un nom dans un domaine où qu'on dit souvent, ce domaine est dominé par les hommes. Donc, sur le terrain, cette égalité n'est pas encore visible. C'est juste l'iceberg. Le 8 mars, nous les femmes, on se regroupe, on voit la tête de la glace, mais ce qui est en bas, le travail qui est à faire reste toujours c'est un travail, c'est un grand boulot pour pouvoir avoir la possibilité de changer le monde et de permettre vraiment cette parité hommes et femmes. Bon, si je continue sur la lancée,
On parle de donner les opportunités à la femme. Moi, je pense que le meilleur langage, ce n'est pas de dire on veut la parité hommes et femmes, mais c'est de dire qu'on veut donner plutôt les mêmes opportunités aux hommes que de donner les mêmes opportunités aux femmes. Quand je dis donner les mêmes opportunités aux hommes, c'est ça commence par les familles, le parent qui dit je veux mettre ma fille dans cette école parce que c'est une femme, tout ça pourrait peut-être envoyer les enfants, les filles, les mêmes opportunités dans les boulots, pour les promotions, donner les mêmes opportunités aux femmes, considérer les femmes pour certaines promotions, considérer les femmes pour certains postes, parce que c'est de la seule manière nous pouvons vraiment avoir la parité hommes et femmes. Mais cette parité qui nous est toujours vendue, que la femme doit, je ne sais pas, doit remplacer, doit devenir, je ne sais pas si je dois utiliser le mot remplacer, doit remplacer l'homme, est un peu compliqué parce que c'est ça qui crée dans les sociétés modernes cette histoire de non-binaire, des gens qui ne se reconnaissent plus hommes et femmes. Ça crée vraiment une confusion. Il y a les gens qui se disent je ne suis pas homme, je ne suis pas femme, je suis un être. Alors que Dieu n'a pas créé le monde entier pour que nous soyons juste des êtres. Il a bien regardé avant de faire. Et dans toutes choses, nous devons reconnaître que la nature aussi a ses mots à dire. Donc, reconnaissons que nous les femmes, nous avons beaucoup fait, nous venons de loin. La parité hommes et femmes doit être respectée, le droit des femmes doit être respecté, mais nous avons plus besoin d'opportunités pour réussir dans la vie et non de cette histoire qu'on nous vend à la télé que la femme doit remplacer l'homme. Dieu n'a pas créé la femme pour remplacer l'homme. Dieu a créé la femme et l'homme pour qu'ils marchent ensemble, pour qu'ils créent des choses ensemble. Et c'est pour ça que les gens parlent plutôt de la complémentarité entre hommes et femmes. Et je ne sais pas si quand on dit complémentarité entre hommes et femmes, il faut faire 50%, 50%. Il n'y a pas de, je ne sais pas si c'est 75%, 25%, si c'est 30%, 10%. La complémentarité, elle n'est pas seulement financière. Nous avons, vous savez, les sociétés occidentalisées, ils ont tout fait sur le finance. Pour eux, la complémentarité, ça doit être financière. Mais nos grands-parents, nos ancêtres ont compris que la complémentarité ne doit pas être toujours financière. La complémentarité peut être émotionnelle. La complémentarité peut venir du fait que cette personne t'apporte de quelque chose que tu en as besoin. Et ce n'est pas l'argent. Il y a des gens qui n'ont pas besoin d'argent dans le monde. Il y a les gens qui ont grandi, qui ont bien réussi et qui n'ont pas seulement besoin d'argent. Certaines personnes ont besoin d'un compagnon pour discuter avec. Certaines personnes ont besoin d'une personne juste à la maison. Quand ils rentrent, ils voient quelqu'un à la maison ou quelqu'un à la maison. Certaines personnes ont besoin de fonder un foyer. Ils ne peuvent pas travailler, revenir à la maison, s'occuper des enfants à cause du travail qu'ils font. Vous avez peut-être un monsieur qui est par exemple politicien, qui est appelé à voyager tout le temps, il ne peut pas rester tout le temps avec ses enfants. C'est pour ça que vous voyez souvent les femmes des grands politiciens, elles n'arrivent pas à faire beaucoup de choses parce que le monsieur n'est pas là et c'est la femme qui devient des fois même l'éducateur des enfants, qui pratiquement devient tout pour la famille. Donc la complémentarité ne doit pas seulement reposer sur l'argent. Il faut que la femme envoie 50%, il faut que la femme envoie 25%. La complémentarité peut être aussi à 100% financièrement, mais l'autre personne te complète d'une autre manière. Et ainsi va le monde, ainsi va la vie, parce que nous ne pouvons pas imposer aux gens des canaux. Parce que le monde occidental impose aux gens des trucs déjà faits. Il faut que ce soit ainsi. Si un homme invite une femme au restaurant, l'homme doit complètement tout payer. Et si l'homme n'a pas tout, si l'homme demande à la femme de payer, que la femme refuse, la femme a un problème, la femme ne peut pas s'occuper d'elle-même. Et on parle de complémentarité. Non, je ne pense pas que c'est ça la complémentarité. Vous voyez, tu invites quelqu'un au restaurant peut-être parce que tu aimes la compagnie de la femme. Tu invites quelqu'un au restaurant parce que tu aimes la compagnie de l'homme.
Et celui qui veut, celui qui a les moyens, peut payer. Cela ne change rien. Parce que pour eux-mêmes, ça ne marche pas. Ça ne marche pas ici. Il y a tellement d'histoires qui sortent tous les jours. Comme le MeToo Movement. Comme quoi autre. Il y a tellement d'histoires tous les jours qui viennent pour imposer, pour prouver que cette histoire de parité dans toutes les choses ne marche pas pour la société européenne et occidentale. La dernière fois, il y a une femme écrivaine mais qui a écrit un livre en disant que le droit de la femme redresse. Ça veut dire que les femmes vont en arrière. Au lieu d'aller de l'avant, nous sommes arrivés à un niveau où nous avons commencé par faire pédale en arrière. Les gens veulent revenir au temps où nos mamans restaient à la maison et c'est le monsieur qui s'en occupait, qui s'occupait de tout. Les gens veulent revenir en arrière et faire autre chose de leur vie, avoir la possibilité d'avoir une vie régulière. Donc, complémentarité, oui, mais pas complémentarité seulement financière. Il peut y avoir complémentarité émotionnelle, complémentarité dans autre chose. L'homme n'est pas seulement fait de l'argent, il y a aussi les émotions, il y a aussi la joie, il y a aussi l'amitié, il y a aussi la famille, il y a plein de choses. Pourquoi seulement mettons-nous nos yeux sur la complémentarité financière en faisant travailler les femmes à mort? Dans certaines sociétés, à cause de cette complémentarité financière, on fait travailler nos sœurs à mort. Les femmes travaillent, ne font que travailler et comme disent certaines personnes, elles finissent par ne plus s'intéresser vraiment à la vie. D'où le niveau élevé de suicide dans certaines sociétés. On le cache bien, on ne veut pas le dire. Dans certaines sociétés, les femmes se suicident n'importe comment parce qu'elles n'arrivent pas à supporter le stress d'être au travail, à la maison et d'être toujours prête à tout, ce qu'on ne demandait pas à nos mamans. Nos mamans n'étaient pas appelées à être des femmes battantes. Tu vas à l'école, tu as un diplôme, tu as comment dire, tu as un travail, tu t'occupes de la maison, tu fais ceci et tu fais cela. Elles ont été appelées quand même à avoir un choix. Vous voyez, tu veux rester à la maison, tu restes à la maison, tu veux travailler, tu travailles. Tu n'es pas obligé de le faire pour prouver à une société que tu es une femme battante. Toutes les femmes sont des femmes battantes. C'est ce que je dirais. Donc, pour passer à la deuxième, à ma deuxième, comment dire, à ma deuxième, ok, je passe au deuxième sujet. Et le deuxième sujet, je parlais de comment on appelle ça, de la mort de Joël Lega. Joël Lega est un journaliste togolais qui intervient régulièrement sur le plateau de l'autre journal. Et au mois de décembre, ils ont été arrêtés et emprisonnés et ils ont été injustement arrêtés, arbitrairement arrêtés, emprisonnés par le pouvoir en place. Il paraît qu'ils ont fait un crime de lèse-majesté qui veut dire qu'ils ont mal parlé des autorités de ce pays-là, des autorités togolaises, spécialement deux ministres qui se plaignaient que ces deux journalistes ont mal parlé d'eux. Ils dénonçaient une situation et dans cette situation, ils ont utilisé des mots qui ne les ont pas plu. Donc, Joël Lega s'est retrouvé en prison pour cette histoire. Il a fait 1 mois et il en est sorti. 3 mois après, il a fait une crise où il a perdu la vie. Au Togo, l'histoire des jeunes hommes qui meurent est tellement devenue... ça se passe tellement régulièrement que ça ne choque plus personne. Ça ne choque plus l'opinion de voir des hommes aussi dynamiques mourir pour des petites choses.
D'abord, ça montre un système de santé qui n'est pas au point, un système de santé qui a des failles. Parce que si Joël Ega a une maladie, on devait le savoir. Si Joël Ega souffre d'une maladie, les gens parlent de l'asthme qui lui donne des indispositions à bien respirer. Il devait être bien soigné. Mais au Togo, on sait, on connaît les difficultés qu'ont les gens à se soigner. Il faut travailler dans une bonne, pour une bonne société qui va te donner, comment vous appelez ça, qui va te donner l'assurance maladie pour te permettre quand même de te soigner. Au cas contraire, il faut aller dans les cliniques et les cliniques coûtent cher. Quand tu vas à ton coin, on ne peut pas te faire grand chose. Dans ces histoires, nous avons perdu tout dernièrement un ami aussi pour arrêt rénal. Il savait pas qu'il avait un arrêt rénal compte tenu de ce qu'il a comme, compte tenu de ses moyens financiers. Il est resté à la maison pendant très longtemps. Quand il est rentré, quand il a décidé finalement d'aller à l'hôpital, il est allé à l'hôpital, mais qu'est-ce qui est arrivé? On l'a diagnostiqué pour un arrêt rénal et il en est mort quelques temps après. Nous avons un système de santé qui ne permet pas à la jeunesse togolaise de vivre. Au Togo, tu fais un accident de la route, c'est le moyen le plus facile de mourir, il n'y a même pas d'ambulance pour venir te chercher. Nous avons tellement perdu de jeunes braves hommes qui peuvent construire ce pays, des jeunes braves hommes qui peuvent apporter un changement pour le Togo dans cette histoire, dans ce pays que les gens n'en parlent plus. Les gens ne parlent plus, ça ne choque plus. C'est comme si c'est normal parce que dès que tu en parles, on te dit oh ça ce n'est rien. Il y a ce jeune homme là qui est mort d'un mot de tête. Le temps qu'on arrive à l'hôpital pour savoir que c'est une hémorragie interne, il est déjà mort parce que même les scanners, il faut aller dans les privés et dans les privés les scanners coûtent très cher. Les gens dénonçaient, Joël Ega même dénonçait cette situation. Mais rien n'a changé. Joël Ega lui-même de son vivant dénonçait le fait que les hôpitaux ne sont pas fournis. Les hôpitaux, les infrastructures du pays sont détériorées. Manque d'infrastructures. Tu vas dans certains villages, on avait dénoncé ça, c'est dans les maisons que les gens sont soignés, mais rien ne fait. L'État ne prend aucune disposition pour changer la vie des Togolais. Pour d'autres personnes, ce n'est pas parce que au Togo, le système de santé est précaire que Joël Ega est mort. Pour certaines personnes, c'est parce qu'il est allé en prison. Les situations dans les prisons du Togo qui ont fini par lui coûter la vie 3 mois après le fait qu'il a été libéré. Et Joël Ega n'est pas le seul homme qui est sorti de prison et qui en est mort. Il y a d'autres jeunes hommes dont on a cité surtout le secrétaire du PNP qui est mort à Kpalimé qui est mort après d'avoir été libéré de la prison civile de Lomé 1 mois après. Et d'autres personnes, la liste est longue. On se demande comment on s'occupe des gens dans le système carcéral au Togo. Quand on envoie les gens en prison, comment on s'en occupe? Qu'est-ce que l'État togolais fait? Qu'est-ce qui est fait pour s'occuper des gens? Parce qu'un prisonnier, c'est quand même quelqu'un qui a des droits. Jusqu'à ce qu'on trouve que tu as fait ceci, jusqu'à ce qu'on trouve que vraiment tu es coupable. Et c'est quand on dit que tu es coupable, qu'on te charge. Qu'on commence pas à dire que lui là c'est un prisonnier. Quand tu n'es pas encore coupable, quand on n'a pas encore prouvé ta culpabilité, tu n'es même pas encore, on dit un détenu, tu n'es pas un prisonnier. Un détenu a des droits, c'est une personne qui a des droits, personne a besoin de se soigner, a besoin de manger, a besoin quand même de certaines choses pour l'aider à tenir jusqu'à ce que il arrive à être jugé. En Afrique, aller en prison, c'est quelque chose avant, ce n'était pas populaire. Quand quelqu'un te fait quelque chose, tu vas seulement et tu demandes pardon et vous parlez en famille et vous réglez ça. Mais dans nos pays comme le Togo où le pouvoir instrumentalise le système judiciaire pour fermer les gens, pour empêcher les gens de parler,
on amène les jeunes en prison pour un oui, pour un non. Hein? Les gens qui disent ils ont rêvé même que le pays a changé, on les envoie en prison. Les gens qui parlent, on les envoie en prison. Le cas de Fovi Katakou pour avoir écrit un test sur Facebook et a été envoyé en prison. Qui tue, cette prison qui tue la jeunesse montante, cette jeunesse qui peut faire quelque chose parce que, vous savez, la vie c'est l'homme au fait. La vie, c'est l'homme. La vie, ce n'est pas l'argent. Si vous avez l'argent, il n'y a pas des hommes pour dépenser cet argent. L'argent n'a pas de valeur s'il n'y a pas des hommes pour le dépenser. Donc, du moment où on commence par privilégier certaines personnes, on commence par privilégier certains systèmes au détriment de la population togolaise, surtout de la jeunesse togolaise, ça fait mal, ça brise le cœur. Et nous sommes appelés à dénoncer ça. Nous sommes appelés à crier sur tous les toits qu'au Togo, on ne respecte pas le droit des hommes. Le droit des hommes est bafoué. Au Togo, on tue pour un oui ou pour un non. Parce que jusqu'à présent, on ne sait pas exactement ce qui a tué Joël Ega. Mais on sait quand même que les gens sortent de cette prison et finissent par mourir. Oui, les gens sortent de la prison Togo et finissent par mourir. Joël Ega n'est pas le premier. Et pour terminer, je vais un peu parler de la vie chère au Togo. Surtout de la vie chère dans toute l'Afrique de l'Ouest qui est en train de continuer. Et avec la flambée des prix des produits pétroliers aujourd'hui, qui est monté de 40 $ à 110 $, on sait que ce n'est pas encore la fin de la vie chère. C'est le prix, la montée du prix de pétrole a augmenté le prix à la pompe. D'abord, on a remarqué le prix à la pompe dans les pays développés. Aux États-Unis, dans certains endroits, les gens paient jusqu'à 7 $ juste pour avoir un gallon de litre. Et ce que ça amène, c'est l'inflation. Ça aura un impact général sur l'économie de ces pays. Et qui ne sait pas, mais c'est évident que cela aura un impact dans les pays africains. On sait que la Chine ne s'intéresse pas à cette guerre et que les pays africains ont plus de liens économiques avec la Chine qu'avec les États-Unis et l'Occident aujourd'hui. Sachant que la Chine ne se mêle pas vraiment de cette guerre ukrainienne, est une forme de protection pour nos importations de riz, d'huile, des produits de première nécessité, les habits, les produits de première consommation. Mais la montée du pétrole peut influencer ça et créer une autre inflation sur le marché africain. Donc, je dirais à nos frères africains qu'il y a aussi un dégringolage dans les bourses ici. Les bourses sont affolées. Les sociétés sont en train de perdre du terrain depuis que la guerre a commencé. D'être prudent, de ne pas dépenser n'importe comment parce que avec cette histoire, personne ne sait ce que demain sera fait. On sait tous qu'il n'y aura pas une troisième guerre mondiale, mais tout ce dont on se plaint, c'est le fait qu'il y aura une autre inflation sur les marchés mondiaux, faisant que le riz va monter, l'huile va monter, les médicaments, les prix des médicaments vont monter. Donc, on demande aux gouvernements africains de commencer par penser à la population africaine. On a vu que Macky Sall, qui est le président de la CEDEAO, appelle son ami Poutine pour dire à Poutine que il faut un cessez-le-feu. Nous devons plutôt, c'est bien d'appeler Poutine, c'est bien de demander un cessez-le-feu pour relancer les discussions, mais il faut aussi quand même penser à se réunir pour trouver une solution à la vie chère en Afrique. C'est vrai que si cette guerre arrête, ça va peut-être changer les choses, mais il y a aussi une vie chère qui est causée par les 2 ans de la Covid sur le continent africain. Donc, aux gouvernements africains, spécialement au gouvernement de mon pays, de vraiment regarder la vie chère, de faire quelque chose pour aider la population africaine à s'en sortir. Les gens n'arrivent pas à supporter l'augmentation du prix sur le marché.
D'où, la dernière fois, une femme a été sévèrement battue au Togo pour 500 francs CFA. 500 francs CFA, c'est $1. À cause d'$1, des hommes se mettraient à battre une femme parce qu'elle ne veut pas payer cet impôt. Mais cet impôt ne sert même pas à améliorer nos marchés au Togo. Cet impôt n'a jamais servi à améliorer les conditions des femmes qui vendent dans ces marchés. Mais elle a été sévèrement battue. Un exemple aussi de la misère que la vie chère est en train de créer. Et ça brise le cœur. Faisons quelque chose. L'Afrique ne doit pas être le terrain où on voit souvent des gens mourir pour un oui ou non. Les gens s'agresser pour un oui ou non. Nous pouvons changer beaucoup de choses en Afrique. Rapatrier nos fonds d'abord. Que nos présidents africains qui ont des comptes en Suisse, qui ont des comptes un peu partout dans le monde, rapatrient cet argent en Afrique. Construire des écoles, construire des infrastructures, investir cet argent en Afrique. En Europe, aux États-Unis, les gens détournent. Mais quand ils détournent, ils finissent par investir cet argent dans le développement de leur pays. Alors pourquoi en Afrique on ne peut pas faire ça? Tu détournes mais tu finis pas investir au pays, tu finis pas créer de l'emploi pour la jeunesse, tu finis pas quand même utiliser encore cet argent pour créer des choses dans ton propre pays, pour améliorer la condition de vie de la population. Parce qu'on n'a qu'un seul terre, on n'a qu'un seul continent. La dernière fois, la façon dont les Ukrainiens nous ont traités montre qu'on n'a qu'un seul continent. Tu n'es pas le bienvenu en Ukraine, tu n'es pas le bienvenu en Russie, tu n'es pas le bienvenu en France, tu n'es pas le bienvenu en Belgique, tu n'es pas le bienvenu aux États-Unis. Cela prouve qu'on est mieux chez soi. Alors pourquoi ne pas arranger chez nous pour mieux profiter de chez nous? L'Afrique est beau, l'Afrique a un beau climat. L'Afrique a des terres fertiles, l'Afrique a les matières premières. L'Africain n'est pas censé quand même être toujours celui qui se promène sur le continent des autres. Nous pouvons bien développer l'Afrique pour permettre aux Africains de profiter de leurs terres. Kadhafi l'avait fait. La Libye, c'était dans le désert. Il fait chaud dans le désert, mais Kadhafi a tellement développé la Libye que ça permettait quand même aux Libyens de ne pas penser quitter leur pays. La Libye n'est pas le seul exemple. Il y a d'autres pays en Afrique qui ont essayé quand même de faire du mieux qu'ils peuvent pour pouvoir améliorer les conditions de vie de leur population, permettant quand même à leurs ressortissants de ne pas quitter le pays. Pensons quand même à ça. À nos dirigeants, pensons construire une Afrique qui permettra aux Africains de profiter de l'Afrique. L'Afrique est beau. L'Afrique est beau et c'est dommage que nous sommes obligés de laisser ce beau continent pour aller vivre dans des continents où il n'y a rien, où il fait froid. Au moins, la Russie a des matières premières. Si vous voyez, comment on appelle ça, l'Allemagne n'a que le charbon. La France n'a même pas de matières premières. La France n'a même pas de matières premières. La Belgique, je ne pense même pas que la Belgique a des matières premières. Les États-Unis, ils ont quelques matières premières. Je pense qu'ils ont le pétrole et c'est pratiquement tout ce qu'ils ont. Donc, pensons vraiment à créer une Afrique qui profitera aux Africains, à développer l'agriculture, à développer les énergies renouvelables. Nous avons le soleil. Nous pouvons développer les panneaux solaires pour pouvoir avoir une énergie bon marché et permettre l'évolution de l'économie africaine. Il y a quelque chose que Macron a dit la dernière fois quand Macron a fait son discours. Macron disait dans son discours que la France veut développer l'énergie propre. Et quand il parle de l'énergie propre, il parlait de l'énergie basée sur le nucléaire. Et ça m'a choqué.
Parce que quand la France dit qu'il veut développer l'énergie nucléaire, la France n'a pas d'uranium. Ça veut dire que la France pense à l'uranium du Niger. Oui, ça veut dire que la France pense à l'uranium du Niger pour développer son économie. Comment toi, tu veux développer ton économie en pensant à la matière première de quelqu'un d'autre? Cela veut dire que les histoires comme les histoires de terrorisme au Niger dans le Sahel n'est pas encore fini. Cela veut dire que les histoires de terrorisme dans le Sahel n'est pas encore fini, que ça va continuer. La France vient juste de dire au Niger que je serai là, je ne veux pas partir, je serai là pour les 100, 200 prochaines années. Alors que cet uranium peut servir quand même à développer les énergies, l'énergie nucléaire chez nous en Afrique et nous permettre quand même d'avoir l'électricité à bon marché. Pourquoi on ne pense pas à l'Afrique quand on pense à ces bonnes choses-là? Pourquoi on ne pense pas à l'Afrique? Pourquoi nous les Africains ne peut pas développer l'énergie nucléaire alors que nous avons le nucléaire? On ne veut pas le développer pour fabriquer des armes, mais on veut le développer pour pouvoir avoir l'électricité bon marché. Qu'est-ce qui empêche que nous les Africains, nous soyons à part de ça? Donc, Macron se lève pour dire que lui va développer ça. Mais il n'a pas le nucléaire, il n'a pas l'uranium. Ça veut dire que c'est l'uranium du Niger qui va servir encore à développer la France. C'est des trucs comme ça que nous refusons. Mais si nos gouvernements ne font pas de bonnes choses, si nos gouvernements ne se lèvent pas pour dire non, qu'est-ce que nous on peut faire en tant que population africaine? L'armée française a tiré sur la population africaine en Côte d'Ivoire. L'armée française a tiré sur la population africaine au Burkina Faso. L'armée française a tiré sur la population africaine au Niger. Mais qu'est-ce que nos dirigeants ont dit? Qu'est-ce que nos dirigeants ont dit? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour changer la donne? C'est la question que tout le monde se pose. C'est ce que tout le monde veut savoir. Qu'est-ce que les dirigeants africains font? Est-ce qu'on élit des présidents pour qu'ils s'enrichissent sur la population? Est-ce qu'en Afrique, nous sommes là à élire des présidents qui finissent par s'enrichir? Regardez Mobutu. Mobutu a pris le Congo. Mobutu s'est enrichi complètement sur le Congo. Mobutu est devenu tellement riche, il avait les yachts, il avait les bateaux, il avait les grosses maisons. Quand son pays sombrait dans la pauvreté. Son pays sombrait totalement dans la pauvreté quand Mobutu vivait la belle vie sur la Côte d'Azur. Qu'est-ce que les présidents africains veulent vraiment faire pour améliorer l'Afrique? Qu'est-ce qu'ils veulent nous laisser comme héritage à la jeunesse africaine? Parce que toute la jeunesse africaine ne peut pas quand même immigrer. Il faut quand même que certaines personnes vont rester en Afrique. Tout le monde ne va pas immigrer. Mais qu'est-ce qu'ils font vraiment? Sincèrement, quel travail ils font? Depuis la crise ukrainienne, qu'est-ce qu'ils ont fait? On ne voit pas, on ne voit pas les actions de nos présidents africains vraiment. Mais vous savez, cela prouve encore certaines choses. Cela prouve que la communauté internationale ne considère pas les Africains. Vous allez voir que dans cette histoire d'Ukraine et Russie, les Africains ne sont pas invités à la table. Quand il y a la guerre au Sahel, la France était invitée à la table. Et quand la France venait, il amenait les États-Unis, les Danois, les Anglais. Mais quand il y a la crise en Ukraine, on n'a pas pensé à nous inviter. Mais c'est une crise mondiale. Ou bien c'est une crise Europe, OTAN et puis eux-mêmes. C'est une crise mondiale. La Russie est partenaire des Africains aussi. Mais on n'invite pas les Africains à la table. Macky Sall lui-même s'efforce. On n'a pas invité Macky Sall. Macky Sall lui-même s'efforce à participer pour représenter l'Afrique. Mais est-ce que les décisions de Macky Sall vont quand même impacter la crise? Et pourquoi on nous traite toujours ainsi? Quand il y a les crises mondiales, l'Africain n'est pas invité. On voulait détruire la Libye, on n'a pas invité l'Africain. Même si la Libye était en Afrique, on n'a pas été invité à dire notre mot, à dire quelque chose. Les crises, c'est toujours sans nous les Africains.
Mais on existe. La dernière fois, je regardais une chaîne indienne qui disait ça. L'Inde n'est plus un petit pays. L'Inde est une puissance aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui se passe? Malgré que l'Inde est une puissance, on n'invite pas l'Inde à discuter de certaines choses. Certaines décisions sont seulement prises parmi les pays qui se disent occidentalisés, qui se disent modernes, qui se disent les maîtres du monde, comme s'ils ont la solution, tu vois, ils ont la connaissance absolue, la décision absolue pour tout le monde. Et ça brise les cœurs, ça montre qu'il y a encore du travail, ça montre seulement qu'il y a encore du travail à faire pour nous les Africains, qu'il y a beaucoup que nous devons faire. Nous devons toujours se battre pour apporter un changement positif en Afrique. L'Afrique doit devenir comme une carte pour nous, une photo, une carte postale, notre photo. Regarder l'Afrique et se dire, qu'est-ce que nous voulons pour l'Afrique? Nous voulons de bonnes routes, nous voulons de bonnes écoles. D'abord, nous voulons l'autosuffisance alimentaire. La dernière fois qu'on faisait la Saint-Valentin, j'ai remarqué une chose. Dans mon pays, il y a un Togolais qui fabrique le chocolat. Mais ce Togolais n'a pas été invité pendant la Saint-Valentin à faire la promotion de son chocolat. Mais on sait que c'est pendant la Saint-Valentin que les gens consomment quand même plus de chocolat. Mais cet homme n'a pas été invité à présenter son chocolat. Si c'était dans les pays européens, on allait faire la promotion de Nestlé. De toute façon, c'est la promotion de Nestlé parce que Nestlé est le grand producteur de chocolat, donc on fait sa promotion. Mais nous avons quand même un Togolais qui font du bon chocolat, on pouvait faire sa promotion. Moi, quand je rentre au pays, je cherche son chocolat, je ne trouve pas. Je cherche son chocolat bio, je ne trouve pas. Donc, c'est pour dire quand même que nous ratons des occasions. Et la journée du 8 mars, c'est une journée des fleurs. Au lieu des fleurs, parce que eux ils plantent des fleurs ici, au lieu des fleurs, nous pouvons nous offrir des trucs bien africains à nous. Tu offres des trucs bien africains à la femme africaine. Bon, il y a déjà les pagnes qu'on donne aux femmes africaines pour le 8 mars. Mais la femme africaine, ce n'est pas seulement le pagne. Il y a autre chose qu'on peut offrir à la femme africaine pour la journée du 8 mars, à part les pagnes. Donc, nous devons commencer à libérer les mentalités un peu et à construire l'Afrique, une vraie Afrique pour profiter aux Africains parce que l'Afrique doit nous profiter. Aujourd'hui, l'Afrique ne profite pas aux Africains. C'est ça le grand problème. Et tout le monde le dit. Eux-mêmes nous le disent. L'Afrique ne profite pas aux Africains. On est sur un continent, mais les richesses du continent ne profitent pas à nous les Africains. C'est dommage. C'est dommage. Donc, c'est le moment de penser à créer une Afrique gagnante, une Afrique battante, une Afrique qui réussit. Et je salue toutes ces personnes qui font des efforts pour changer l'Afrique. Je salue toutes ces personnes qui font des efforts pour améliorer les conditions des Africains, de moi-même. Pour conclure aujourd'hui, je vais ajouter 2 ou 3 choses. D'abord, la condition de nos sœurs qui sont toujours aujourd'hui dans la guerre de l'Ukraine et certains qui sont en Pologne et demander à nos gouvernements de penser à faire quelque chose pour changer les conditions de nos frères, de nos ressortissants africains là-bas. Et pour les pays qui ont eu l'opportunité de rapatrier leurs ressortissants, nous les remercions. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, demandons à ce que ce soit fait. L'Africain mérite mieux que de finir sa vie sur des terres étrangères dans une guerre dans laquelle on ne nous demande même pas nos opinions au fait. Vous voyez, on ne nous demande pas nos opinions jusqu'à présent. On n'a pas, quand on a dit il faut pas acheter le pétrole russe, on n'a pas demandé aux Africains si vous consommez le pétrole russe. Vous voyez,
qu'on dit que la Russie ne doit plus utiliser le SWIFT, on ne nous a pas demandé comment nous allons payer nos blés, les blés que nous commandons de la Russie, comment nous l'aurons payé. Jusqu'à présent, on est là, on regarde, on observe et on espère que les choses vont changer, qu'il y aura un changement pour toute l'Afrique qui permettra à la jeunesse africaine de profiter de l'Afrique. Merci, bonne soirée. Bye bye.